Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole. On ne vous présente plus, journaliste, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Je salue également les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, Stéphane Archinou-Rossou, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Moïse, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Alors, actualité oblige, premier sujet à débattre, coup d'État déjoué au Bénin. Les présumés mutins devant la criette, c'était hier. Alors, de 13 mutins, on apprend aujourd'hui que c'est une trentaine de personnes impliquées dans cette tentative de coup d'État déjoué qui ont été présentées devant la Cour. Que comprendre concrètement, Stéphane Archinou-Rossou? Oui, mais merci Carole. Je crois que le chef de l'État, au soir, n'est-ce pas, donc, de ce coup d'État manqué, a fait la promesse à tous les Béninois que cet acte ne restera pas impuni. Et je pense que la justice béninoise, en toute indépendance, s'est donc forcément autosaisie de ce dossier et est en droite ligne de ce qui doit être fait pour que plus jamais nous n'assistions ça encore dans notre pays. Et bien évidemment, comme vous l'évoquiez dans votre propos liminaire, on avait cru observer que c'était 13, mais apparemment on a entendu hier qu'ils étaient 30. Donc il y a ceux qui ont été pris lors de l'intervention à la SRTB et puis d'autres qui ont été interpellés un peu plus tard dans la suite des enquêtes, vous voulez dire? Voilà, dans la suite des enquêtes. Donc ils sont à peu près une trentaine à comparaître devant hier dans la soirée autour de 17h30 par là. Devant le juge, le procureur, je veux dire le procureur spécial. Et cela est conforme à la procédure en matière criminelle, parce qu'il faut déjà être présenté au procureur. Après le procureur, ça va être le tour des juges de la commission d'instruction de la criette. Et puis après, ça va être le tour du juge des libertés et de la détention. Et donc, je pense que les dessous ne sont pas encore connus du grand public. On n'a pas encore un communiqué officiel nous faisant vraiment le point de ce qui a pu se dire. Et donc, en l'absence d'une version officielle, on va donc souhaiter que la justice fasse son travail dans les règles de l'art, que les procédures soient respectées en matière de droit, que tout se fasse de manière à ce que on ne puisse pas trouver à reprocher, n'est-ce pas, donc, à cette procédure-là. Et donc, on va attendre la suite qui va être donnée. Forcément, le dossier doit être renvoyé en instruction, puisque c'est sûr que dans les tout prochains jours, d'autres seront encore interpellés. Donc, les enquêtes se poursuivent. On va donc croiser les bras ou les doigts et continuer par observer et voir la suite véritablement que la justice va donner à ça. Le plus important, c'est déjà que tout soit fait pour que tous ceux qui seront reconnus coupables, n'est-ce pas, donc dans cette affaire, soient traités comme tels pour que cela serve d'exemple définitivement aux autres, pour que ceux qui veulent s'aventurer encore sur cette piste périlleuse se disent que notre pays ne tolère pas ces genres de dérives. Alors, Moïse, votre lecture? Oui, je pense que la liste n'est même pas encore, à mon avis, la liste n'est pas encore bouclée et que l'on ne soit pas surpris et dans les prochains jours de la voir se rallonger en raison de ce que ce n'est pas exclusivement uniquement le groupuscule
qu'on a observé à la SRTB au moment de la délivrance du message qui a été suffisamment relayé et diffusé ça et là, c'est pas seulement cet effectif-là qui forcément a été impliqué. Ils ont forcément au sein justement du camp, au sein du corps, d'autres éléments qui ont servi peut-être de diverses manières, pas forcément le premier rideau qui a été au front, même si dans l'arrière-base, à l'intérieur du camp ou bien à l'intérieur de la ville ou bien dans certaines autres positions, certains ont pu offrir des facilités, des coups de main, etc. Je pense que le travail de la justice, c'est de creuser davantage tout ce qu'on a vu de superficiel là, pour nous sortir tout ce qui est en dessous, tout ce qui a été les implications des uns et des autres. Donc ne soyons pas surpris que la liste puisse se rallonger. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on était surpris. Il y a encore des mutins qui sont en cavale. Le chef le cerveau même de cette forfaiture est toujours en cavale. Donc, il y a forcément d'autres personnes qui vont se rajouter et forcément les 30 également qui ont été présentés hier au procureur ne sont pas d'office coupables. Il pourrait y avoir peut-être des innocents. Vous savez, dans ces circonstances, en ces occasions, votre position peut vous rendre d'abord d'un premier point de vue coupable avant que les enquêtes ne puissent vous innocenter ou ou confirmer votre culpabilité. Si vous assumez certaines positions, certaines responsabilités où on suppose par exemple qu'on ne peut pas préparer une telle opération sans que vous n'ayez une fuite, sans que vous ayez été impliqué d'une manière ou d'une autre, votre niveau de responsabilité oblige la justice et les enquêteurs à vous interpeller dans un premier temps d'abord, quitte à ce qu'on vous écoute, qu'on écoute les autres parties, qu'on analyse les différents éléments d'information et qu'on puisse se dire oui, lui, on peut le relaxer, non, lui, il est coupable et poursuivre. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir cet effectif-là. Et il faut s'attendre, et moi, personnellement, je m'attends à ce que dans les prochains jours, on puisse avoir davantage parce que c'est vrai que c'est un groupuscule qu'on nous a présenté dans un premier temps, mais il ne faut pas forcément s'attendre à ce que la liste ne soit pas plus longue pour pouvoir préparer un tel coup qui a quand même ciblé plusieurs hauts gradés. C'est pas moins de 3 à 4 hauts gradés directement ciblés avant même le domicile du chef de l'État. Je pense que 30 personnes, peut-être, on n'est pas encore au bout des surprises. Oui, alors, je voudrais juste compléter ce qu'il vient de dire pour dire que quand je viens de décrire la procédure en matière criminelle et donc la présentation n'est que la première étape et donc c'est un long processus. Est-ce que le procès peut faire de jurisprudence? Il y a jurisprudence lorsque en la matière il y avait été déjà, il y avait eu une chose jugée en la matière. Est-ce que on a eu dans notre pays un coup d'État de la sorte, une tentative passée, voilà, où le juge a statué et s'est prononcé pour que le cas actuel puisse s'en inspirer et je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce cas est quand même... C'est vrai que dans l'histoire de notre pays, on a assisté à des coups d'État. On a assisté à des coups d'État avant que le général, avant qu'on opte pour la démocratie, tout simplement. Oui, avant que le général Mathieu Kérékou ne vienne et qu'il mette fin. Au coup d'État et qu'il tienne l'État avec une main très ferme jusqu'en 90. Maintenant, ces coups d'État-là, on n'a pas eu cas où, en tout cas, ma mémoire peut me tromper, mais je n'ai pas eu où un juge a statué et a délibéré en la matière où on peut s'en inspirer pour que les juges actuels puissent s'en inspirer. De toutes les façons, c'est que c'est la procédure qui s'est enclenchée et ça va durer parce que, voyez-vous, pour le moment, on n'a même pas encore réussi à appréhender tous ceux qui sont impliqués. Donc, il faut pouvoir appréhender tous ceux-là et donc
poursuivre les instructions. Donc c'est une procédure qui va durer, et donc les populations qui sont pressées de voir déjà des personnes qu'on doit déjà condamner, etc., doivent quand même prendre leur mal en patience et permettre à la justice de faire son travail. Et nous invitons, n'est-ce pas, donc la justice à y aller avec assez de professionnalisme, avec assez de tact, pour que tous ceux-là, n'est-ce pas, donc qui sont impliqués, cités dans cette affaire, soient interpellés. Et que, in fine, on ait un jugement à la taille et à la hauteur de l'événement auquel on a assisté. Pour qu'on ne dise pas que... Parce que, voyez-vous, le plus souvent, les gens ont la critique facile de dire non, ils auraient pu faire ça comme ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça comme ça. On oublie le fond même du sujet et on s'attaque à des superficies. On s'attaque à des futilités. À des futilités, voilà. Alors, à des futilités. Stéphane, dites-moi, est-ce que c'est possible d'éviter la politisation de ce dossier? Je me demande si on a à éviter. Et comment? La politisation. Si on a à éviter la politisation, c'est déjà qu'il faut se poser la question de savoir si c'est un dossier politique. Nous sommes d'accord? Si c'est un dossier politique. Si c'est un dossier politique, il n'y a pas à politiser. Le dossier est déjà politique. Non, je viens, Moïse. Le dossier est déjà politique. Parce que, voyez-vous, lorsque des individus, un beau matin, un dimanche, viennent à la télé, d'accord? Lorsque des individus déjà vont au domicile des responsables de l'armée, les prennent en otage, organisent des tueries chez eux, quand ils vont chez le chef de l'État et qu'ils organisent des fusillades et qu'ils viennent à la télé et déclarent, n'est-ce pas, donc qu'un gouvernement est renversé, etc., c'est déjà politique. Maintenant, la politisation dont vous êtes en train de parler, c'est peut-être quand on va dire, bon, ceux qui sont arrêtés là, c'est parce que ils sont contre le président Patrice Talon, c'est parce qu'ils sont contre, non. Le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas lié à l'opposition ou à leur opposition au chef de l'État, non. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que des gens ont tenté de déstabiliser l'ordre constitutionnel. Est-ce que c'est un délit ou bien est-ce que ce n'est pas un délit? Est-ce que c'est criminel ou bien est-ce que ce n'est pas criminel? À partir de ce moment, il n'y a pas de politisation. Il y a des individus qui seront reconnus comme coupables pour des faits avérés et seront jugés par rapport à ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de politisation à y trouver. La justice ne table pas sur des querelles politiques. La justice table sur des faits, des délits, et qualifie ces faits-là en délits et juge en fonction de ça. Donc, si on est dans un dossier aussi délicat comme celui-là, dans une affaire aussi délicate comme celle-là, et on veut penser qu'il y a politisation, je trouve que c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. On le fait canaliser. Oui, mais non, je pense que il y a pas, le sujet là n'est pas du tout politisé. On ne peut même pas l'analyser sous cet angle parce que si je ne me trompe pas, si peut-être je tente de recentrer, les 30 personnes dont nous sommes en train de parler ici, c'est exclusivement les mutins, c'est les militaires. Les militaires n'ont pas de place en politique. On n'a pas l'habitude de voir les militaires en politique chez nous. C'est ce qui s'est passé le dimanche 7 décembre 2025. C'était une exception. Est-ce que les trentaines de personnes dont on parle, c'est uniquement les mutins? Je pense que c'est, si j'ai bien suivi, et oui, pour tout ce que c'est essentiellement les mutins. En dehors, c'est pas que d'autres acteurs n'ont pas été présentés. Non. Par contre, les 30 personnes dont nous sommes en train de parler ici, c'est exclusivement les mutins. Donc, et les faits sont établis, c'est un flagrant
flagrant délit. Tout le monde, voilà, tout le monde a vu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a même pas à analyser, à voir les choses sous cet angle. Ce n'est pas politisable. Et même si on dépasse les mutins, je pense que toute la classe politique confondue, à la fois la mouvance et l'opposition politique, s'est déjà exprimée, a condamné vivement avec la dernière énergie, pas plus que hier ou avant-hier encore, même dans la diaspora, des acteurs qu'on avait l'habitude de voir aux côtés des manifestations de l'opposition. Même ce matin, on a encore eu des soutiens. Voilà, donc il y a des acteurs qui continuent de dénoncer. Donc, en fait, il n'y a pas à voir ça sous cet angle. Et je pense que tous les Béninois ont vu. Tous les Béninois savent qu'il faut quand même que la justice puisse faire son travail pour situer les responsabilités et tout le monde doit pouvoir se rendre disponible, accessible pour pouvoir dire sa part de vérité. Si éventuellement dans le processus des enquêtes, on a été à un moment donné cité ou identifié comme personne pouvant aider à la manifestation de la vérité, qui que l'on soit, acteur politique ou pas. Je pense que pour ce qui s'est passé le dimanche 7 décembre dernier, tout le monde doit pouvoir se rendre disponible dès que l'enquête se montre, exprime un besoin, que l'on puisse vous écouter, que l'on puisse voir. Il y a des acteurs, par exemple, qui sont déjà dans ce dossier-là, même si ça n'a pas été clair, peut-être qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure, qui ont déjà été écoutés et relaxés provisoirement tout au moins. Donc ça veut dire que l'enquête doit pouvoir se faire. Il n'y a pas, c'est pas un sujet qu'on a politisé. Alors comment transformer cet événement en une opportunité de renforcement de notre démocratie? Vous faites bien justement de décliner la question sous cet angle-là. Et la façon dont cela s'est passé même, la façon dont l'événement s'est déroulé même, déjà contribue à renforcer notre démocratie. Vous voyez, si l'armée n'avait pas, l'armée loyale bien sûr, si l'armée dans sa large majorité n'avait pas apporté cette riposte-là, vous voyez, la démocratie est suffisamment mise à mal à partir de là. La réaction de l'armée prouve déjà que notre démocratie se porte très bien et que de telles forfaitures, de telles dérives ne vont pas pouvoir revenir avec une certaine aisance et que les personnes qui vont peut-être vouloir comploter, vouloir réfléchir dans ce sens vont affronter, vont rencontrer l'opposition à la fois de l'armée et de la population. Vous voyez, le comportement dans la masse, dans la population, dans le peuple également, la population s'est largement désolidarisée et donc en réalité cette situation déjà dans sa manifestation et dans son déroulé renforce déjà notre démocratie. Et je pense que c'est un signal également à tous les acteurs qui animent, c'est pas seulement la vie politique, mais la vie publique de notre pays. C'est un signal pour que chacun puisse savoir qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir dans ce que les uns et les autres ont à défendre ou à revendiquer, à préserver comme acquis, comme intérêt personnel ou corporatiste. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et que la démocratie porte des exigences. La démocratie, ce n'est pas forcément tout le monde qui a en même temps raison. Même si on a raison, même si on a les idées les plus éclairées, c'est d'abord la dynamique des lois, la dynamique de la majorité également. Et donc la majorité a fait l'option, a déjà démontré que la majorité des Béninois en ce moment a déjà démontré que c'est la démocratie qui est son leitmotiv. Et donc il ne va pas, je pense que le peuple ne va pas tolérer que de telles forfaitures se représentent prochainement. Et cela c'est à l'actif de tous les Béninois. Donc notre démocratie, en principe, avec ce que nous avons pu observer jusque-là, se porte très bien et se trouve d'ailleurs renforcée dans la façon dont les événements se sont déroulés jusqu'ici. Vous partagez les arguments de Moïse, Stéphane? Oui, un peu pour dire que cette situation devrait amener à renforcer notre système démocratique. Déjà dans le traitement même de ce dossier, de cette affaire, on doit montrer que nous sommes dans une démocratie où les structures, où les pouvoirs, les différents pouvoirs fonctionnent normalement. Et c'est déjà ce qui est en train de se faire. C'est déjà ce qui est en train de se faire. Déjà que la justice prenne le dossier en charge, interpelle les gens, c'est déjà le signe, n'est-ce pas, donc, du fonctionnement de notre démocratie. Après, c'est que il faut que chaque institution, dans son couloir,
puisse faire ce qu'elle doit faire pour que notre démocratie puisse marcher normalement. Ne pas donner, n'est-ce pas, donc, la preuve que notre système démocratique peut s'écrouler aussi facilement parce que un événement est survenu dans notre parcours démocratique. Et puis vous voyez, le dimanche matin, il y a eu l'événement et le lendemain déjà, le Conseil des ministres, n'est-ce pas, donc s'est retrouvé et tout se passe aujourd'hui normalement dans le pays. Vous avez vu déjà que, déjà même le jour où l'événement a été annoncé, vous avez vu l'unanimité qu'il y a autour de la condamnation de cet acte. Ça montre que on peut avoir des divergences, mais le peuple, au fond, reste attaché et accroché à sa démocratie. Ceux qui sont les instigateurs non encore connus de nous, parce que la justice doit aller au bout, ceux-là doivent savoir que notre pays n'est pas prêt pour ces genres de choses. Notre pays est prêt pour une démocratie renforcée. Et dans une démocratie, les gens doivent comprendre que c'est la pluralité des points de vue. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne partage pas votre point de vue qu'il ne mérite pas sa place dans la société. Les gens doivent également comprendre que la démocratie, c'est l'alternance. Lorsque vous n'êtes pas au pouvoir et que vous êtes dans l'opposition, vous devez jouer votre rôle d'opposant ou d'opposition en toute sérénité, en toute responsabilité, quitte à ce que votre tour vienne, que le peuple décide maintenant pour dire « nous vous confions le pouvoir ». Donc, ce n'est que dans la contradiction, dans l'acceptation de l'autre, de l'opinion de l'autre, que nous pouvons renforcer progressivement notre système démocratique. Vous ne pouvez pas être en train de dire que vous n'êtes pas d'accord pour quelqu'un et être à la fois en train de dire que nous allons, dans un système démocratique, lui prendre le pouvoir par la force. Ça ne se fait pas dans un régime démocratique. Dans un régime démocratique, vous allez aux élections. Et nous l'avons dit ici, hier, je crois, en plateau, ce n'est pas lorsque on est en fin de mandat qu'on vient parler de coup d'État. Ça ne correspond à rien. Cela donne la preuve qu'on veut fragiliser notre démocratie, qu'on veut saboter les fondamentaux de notre démocratie pour mettre, n'est-ce pas, donc, notre pays dans l'impasse. Alors, Moïse, nous allons rester sur ce même sujet. Actualité oblige, Djaby Yahi libéré sous convocation. Pendant qu'on savait que les raisons ou les motifs de son arrestation le dimanche dernier, la nuit du dimanche dernier, c'était cette tentative de coup d'État déjouée. Alors, ma toute première question, que comprendre par une libération sous caution dans cette affaire ? Sous convocation. Sous convocation, pardon. Voilà, je pense qu'il a été écouté, d'abord interpellé, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Et on n'avait pas immédiatement compris que c'est forcément, dans un premier temps, les confrères et nous-mêmes, on avait cherché à savoir ce sont quelles raisons pour lesquelles il a été interpellé. C'était avec le communiqué que le parti auquel il appartient a finalement publié. On s'est rendu compte que c'est au milieu de la nuit, aux environs de 2 heures du matin, qu'il avait été interpellé. Et dans d'autres, par les recoupements dans d'autres médias, on a pu également apprendre qu'il y a du matériel informatique qui avait été saisi à son niveau. Quand on parle de matériel informatique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les gadgets, les téléphones et les ordinateurs, par exemple, ou bien les autres documents, tablettes, etc. Et donc, je pense qu'on a pu comprendre par la suite que c'est effectivement dans l'élan de
la quête de la vérité par rapport aux événements du 7 décembre dernier, c'est-à-dire le putsch manqué, que effectivement son interpellation avait été faite. Et effectivement, on a également appris par voie de presse également, sur les réseaux, effectivement qu'il est relâché maintenant et sous convocation. Et je pense que c'est pour dire que la procédure n'est pas encore allée à son terme. Et qu'aujourd'hui, au regard des éléments d'information qui ont été mis à la disposition de la justice, il a la possibilité de continuer de jouir d'une certaine liberté en attendant qu'éventuellement d'autres éléments de preuve puissent arriver pour pouvoir peut-être contraindre la justice à peut-être lui restreindre davantage de sa liberté. Parce que j'ai cru lire également à la une d'une parution ce matin qu'il doit retourner le 18. Voilà, oui, le 18, c'est déjà dans 2 jours. Et donc, dans 2 jours, il va encore se présenter de nouveau. Donc, je pense que à l'étape actuelle des vérifications, à son niveau, peut-être il n'y a pas encore suffisamment de matière pour le contraindre, l'obliger à être en garde à vue. Parce qu'il y a certaines personnes, et je comprends votre question, il y a certains acteurs qui sont interpellés, qui continuent d'être en garde à vue jusqu'à présent. Et donc, si lui jouit d'une liberté sous convocation, c'est qu'effectivement, il peut aller et venir, mais il doit savoir que il y a des restrictions parce qu'il est sous convocation, donc il doit savoir, voilà, il y a insuffisance de charge et il va savoir pouvoir contrôler sa mobilité dans cette période-là pour pouvoir être toujours à la disposition de la justice. Donc, il va retourner le 18, il va se retourner encore le 18 prochain au tribunal, je pense, dans les locaux de la Criette. Il va rencontrer certainement les enquêteurs, le juge. Il va pouvoir davantage s'expliquer et on en saura davantage sur la suite à avoir et à donner à son cas particulièrement dans cette affaire. Ouais. Alors Stéphane, oui, est-ce une insuffisance Non, je veux déjà dire quelque chose. Je comprends la question que vous voulez me poser. Je comprends la question. Vous ne m'avez même pas laissé au terme de mes propos. Je vous vois venir déjà, quoi. Je vous vois venir déjà. Et il faut dire que je pense même qu'on devrait peut-être marquer une pause et laisser ce dossier-là 1 semaine, 2 semaines, avant de revenir là-dessus. Vous pensez ça fera l'actualité jusqu'en janvier? Oui, justement, mais au moins donner le temps à la justice de nous livrer au moins les premiers éléments sur lesquels on peut véritablement se tabler pour faire des analyses de fond. Parce que vous voyez, tout à l'heure, j'avais pitié de mon confrère Moïse, parce que je voyais toute la difficulté qu'il avait à vraiment aller au fond du sujet. Parce que, voyez-vous, on a interpellé Tchabi Yahi, on ne sait pas vraiment les raisons. Les raisons jusqu'à présent. On a supputé. On dit juste que ça a trait. Son avocat également est sorti. On l'a écouté, il n'a pas été suffisamment très clair sur le sujet. On l'a libéré. On ne sait vraiment pas dans quelles conditions on l'a libéré. Donc, voyez-vous, tout ce qu'on va dire, ça va être à la surface, parce qu'on ne maîtrise pas encore. Laissez-moi alors vous poser une autre question. Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Alors, la libération sous convocation de Tchabi Yahi aujourd'hui peut-elle influencer la suite de la procédure? Bon, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas d'influence à ce niveau-là. Parce que il n'est pas encore hors procédure. Il est toujours dans la procédure, il est sous convocation. Et l'influence, je ne vois pas à quel niveau il y aura l'influence. Le dossier va poursuivre normalement son cours. Peut-être que les juges vont poursuivre les investigations, puisque peut-être qu'il y a des éléments qui ne permettent pas de le retenir. Parce que, voyez-vous, on a interpellé Kandid Azanaï. Kandid Azanaï, jusque-là, n'a pas encore été libéré. Il est encore là. Peut-être qu'il y a peut-être les juges ou bien les autorités judiciaires ont trouvé encore des raisons pour le garder. Maintenant, si Tchabi Yahi a été libéré, c'est peut-être qu'on n'a pas trouvé des éléments pour le retenir.
mais il est encore suivi. C'est pourquoi on l'a placé sous convocation. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça comme un signe d'apaisement politique? Puisque quand nous regardons qui est Tchabi Yahi. Non, je pense qu'il n'y a pas... C'est des questions. Oui, non, je comprends. Je comprends. Il n'y a pas question d'apaisement politique parce que ce n'est pas une question politique. C'est pour cela que quand hier on a vu le parti LD qui a sorti un communiqué pour dire il faut le... Non, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes un acteur politique que si vous êtes impliqué dans un dossier, on va directement rattacher ça à votre carrière politique. Non, il a été interpellé. Raison même pour dire que ça n'a rien de politique. Il est membre du parti LD, membre influent du parti LD, fils de l'ancien président de la République. Justement. On l'a interpellé, on l'a écouté. C'est ce titre qui m'inspire cette question. Justement, on l'a interpellé et on l'a laissé. Ça veut dire que si les juges n'ont rien à lui reprocher, ils vont le laisser. Donc il n'y a pas de raison politique sous-jacente à y voir. C'est la justice qui, en toute, n'est-ce pas, donc indépendance, est en train de faire son travail. Et je trouve même que les partis politiques, s'ils sont suffisamment responsables, doivent pouvoir rester hors jeu et laisser la justice faire son travail, ne pas faire des imbrications qui n'ont pas, ma foi, de sens. Et nous avons cette facilité-là, n'est-ce pas, donc, à tout rattacher à la politique. Et ça ne nous permet pas d'être suffisamment au-dessus de la mêlée pour appréhender sereinement les choses. C'est ça qui fait que nous sommes souvent dans l'émotion. On veut toujours dire non, c'est politique, non, c'est politique. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on dirait quoi? Justement, il y a quelqu'un d'autre et il se retrouve actuellement toujours gardé. C'est la preuve que la justice fait son travail. Oui, en attendant que la justice, notamment dans sa façon de fonctionner, le procureur spécial de la Criette, monsieur Mario Metonou, et certainement, il va encore le faire quand il va finir par rassembler un certain nombre d'éléments. Il va peut-être faire un communiqué comme il en a l'habitude pour nous situer davantage sur l'appréciation qu'il faut faire des interpellations qui sont en cours en ce moment, que ce soit par rapport à la personne du président du parti Restaurer l'Espoir, M. Candide Azanaï, ou encore à la personne de l'enfant de l'ancien président de la République, Tchabi Yahi, et donc qui est membre influent effectivement du parti Les Démocrates. Je pense qu'on va davantage être situé forcément dans les prochains jours, je l'espère, pour que nous puissions sortir des conjectures, des supputations, de ce débat très à la surface là. Vous savez, pendant longtemps, les politiciens se sont soustraits de certaines choses, de certains traitements à cause de leur carapace d'acteurs politiques. Ce n'est pas parce que vous êtes acteur politique que si vous commettez une forfaiture, que si vous êtes en déphasage avec la loi, qu'on ne puisse pas vous écouter, qu'on ne puisse pas vous entendre, tout au moins qu'on ne puisse pas chercher à situer les responsabilités. Vous savez, les acteurs politiques ont utilisé leur manteau pour faire croire à l'opinion, et ça c'est pendant longtemps que c'est resté comme ça, que dès qu'on est à certains endroits de responsabilité au sein des formations politiques ou bien même à des postes politiques, on peut commettre certaines forfaitures, on peut se mettre au travers de la loi et passer facilement. Donc c'est la raison pour laquelle les partis politiques ont pris cette mauvaise habitude-là, et que dès que un des leurs est visé par une procédure en justice, sans forcément attendre que toutes les manifestations puissent se faire et qu'on puisse en savoir et être situé justement par l'impartialité, le travail impartial de la justice. Et ils prennent déjà, d'ores et déjà fait des causes, ils prennent la défense. Il est même arrivé un moment où c'est
les acteurs de la société civile à travers les confédérations syndicales ont également tenté de jouer des rôles comme cela, où dès qu'on interpelle un acteur, un animateur de la vie publique, notamment de la vie politique, il faut forcément dénoncer, sortir pour faire des manifestations, et, vous voyez, et ça, c'est des choses qui ont arriéré notre pays et qui n'ont pas toujours permis à ce que la justice puisse faire sereinement et tranquillement son travail. Et maintenant, le débat qui est en cours, ce n'est même pas un simple cas c'est pas un cas isolé où c'est pas une forfaiture de quartier ou de rue, c'est une tentative de putsch. C'est-à-dire que on veut briser le fonctionnement institutionnel, on veut mettre le pays complètement à genoux, complètement à terre. Et vous imaginez que si c'est effectivement parce qu'on attend toujours d'avoir des précisions comme on est en train de le dire. Vous imaginez que si c'est dans ce cadre-là qu'un tel acteur est visé, est ciblé, quel que soit le rôle, quelle que soit l'affiliation, quel que soit son poids dans une formation politique ou à un poste politique quelconque, vous imaginez qu'il faut dire parce qu'il est acteur politique qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas le présenter, il ne faut pas aller dans le fond, il ne faut pas creuser le sujet et le fait, la situation pour pouvoir situer sa responsabilité. Je pense que ça va être une très bonne chose pour le parti, même qu'on puisse, vous voyez, c'est déjà très bien maintenant qu'on puisse être en train de dire, par exemple, qu'il a été écouté et mis sous convocation. Et, ça veut dire que la justice est responsable. Oui, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment, c'est comme cela que ça fonctionne, on n'a pas suffisamment d'éléments d'accusation, de charge contre. Oui, donc on n'a pas besoin de le retenir alors que les éléments que l'on a ne permettent pas de le retenir. Et même pour dire que le parti LD n'avait même pas à sortir un communiqué pour dire, parce qu'un parti c'est un parti ne vient pas interférer dans les affaires de la justice. Même en l'absence de ce communiqué, si la justice ne trouvait pas de raison à le garder, la justice, n'est-ce pas, donc le laisserait. Et puis, je veux un peu argumenter ce que disait Moïse tout à l'heure. On ne peut pas se cacher derrière son titre d'acteur politique pour croire qu'on est absous de toute... on le sait tous, nul n'est au-dessus de la loi. De toute faute. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tout de suite, le premier réflexe, lorsque un acteur politique est interpellé, n'est pas de regarder son bord politique. Lorsqu'il est interpellé, c'est pourquoi on l'a interpellé. Et c'est peut-être au terme de la procédure, au terme de la manière dont la procédure a été conduite et au terme de la décision qui aurait été rendue, qu'on va peut-être, dans l'analyse, prendre en compte des aspects politiques, s'il y en a. Mais au début, dès qu'on interpelle quelqu'un, on n'a pas à y voir, n'est-ce pas, une couleur politique. Et puis, sous ce régime-là, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais sous ce régime-là, on a déjà vu des gens qui soutiennent l'action du gouvernement, des proches du gouvernement qui ont été interpellés dans des procédures judiciaires, qui ont été enfermés et qui sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut pouvoir rester, il faut que chacun reste dans son couloir. Nous sommes dans une démocratie, faire confiance en nos institutions et ne pas être tout le temps, ne pas être là à suspecter des choses. Et puis les politiciens ne se font pas assez confiance et ils veulent injecter ça dans la population. Ils ne se font pas confiance. Dès que l'autre a la balle, on dit écoute, il faut faire attention, la façon dont il veut jouer là. Et on est en train d'injecter ça. Et dès qu'il y a quelque chose, on dit oh là là, c'est parce que c'est pas. Non, nous sommes dans un état démocratique. Il y a des voies de recours, il y a des voies de fait. Nous devons respecter les institutions, faire confiance à nos institutions, quitte à ce qu'après, s'il y a des choses qui ne tiennent pas, on est là pour dénoncer. Dernier sujet à débattre dans cette rubrique, maintenance de la plateforme Educ Master, une contribution de 50 francs par élève. Une contribution de 50 francs par élève exigée. Alors, quelle est votre lecture? Je vais dire que personnellement, j'ai été
surpris. Et Pourquoi? C'est comme vous que j'ai lu. Pourquoi? C'est seulement ce matin que j'ai eu l'information. Et le journal qui l'a titré, c'est Matin Libre, c'est un journal très sérieux. Je n'ai pas encore lu l'article et je n'avais pas encore effectivement lu ou entendu d'avis là-dessus. Donc, mais je suppose que Matin Libre a eu toutes les informations qu'il faut. Le Matin Libre, on connaît la qualité du travail qui est fait par nos confrères, qu'on salue d'ailleurs au passage. Et donc, je suis très surpris qu'une contribution ait été demandée aux élèves pour que l'on puisse assurer la maintenance de la plateforme EducMaster. Et je voudrais, j'ai des questions, avant même d'opiner, j'ai des questions. Est-ce que c'est tous les élèves du Bénin qui doivent apporter leur contribution, c'est-à-dire les 50 francs dont on est en train de parler là? J'ai le contenu, j'ai le contenu de je te passe d'ailleurs la parole d'abord, tu as le contenu et que je puisse peut-être rebondir après. Moi-même, je m'inquiétais. Je m'inquiétais. Et je suis en train de lire le contenu. En fait, c'est le ministre de l'enseignement maternel et primaire qui a sorti une correspondance pour demander que les apprenants du CI au CM2, n'est-ce pas, puissent payer, puissent faire une souscription de 50 francs pour la maintenance de la plateforme, et on a même de donner un délai. Je n'ai pas fini de lire. Donc les apprenants du CI au CM2 de toutes les écoles du Bénin. Je crois bien. Forcément, si c'est le ministre qui en parle. Encore que là, je me pose des questions. Parce que la plateforme EducMaster, c'est quand même une initiative du gouvernement. Et on ne va pas quand même dire que le gouvernement n'a pas les moyens. On demande aux enfants de contribuer également au développement. Non, on ne va pas dire que le gouvernement n'en a pas les moyens d'entretenir une plateforme. Et c'est cette plateforme-là qui gère aujourd'hui pratiquement le système éducatif. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire sans la plateforme EducMaster. Moi, je veux bien que le ministre de l'enseignement maternel et primaire puisse sortir et clarifier vraiment cette situation. Écoutez, le gouvernement a mis en place les cantines scolaires. Pourquoi le gouvernement a mis en place les cantines scolaires? Parce que le gouvernement estime que les enfants qui viennent, parfois ils ont des parents qui n'ont pas les moyens pour leur donner ne serait-ce que de quoi manger. Imaginez un parent qui n'a pas les moyens de donner 50 francs à son enfant pour manger, pour vivre. Vous lui demandez maintenant de donner 50 francs pour plateforme EducMaster, pour un parent totalement, je viens, pour un parent illettré. C'est comme si je vous donne le temps de finir la lecture pour qu'on puisse voir si c'est les privés ou si c'est tous les établissements sans aucune... Par respect pour les téléspectateurs et les auditeurs, je suis obligé, vous m'avez donné la parole de parler dans un autre environnement et dans un autre contexte. J'aurais dit que je n'ai rien à dire parce que je n'arrive pas à comprendre. Et jusqu'à ce que je puisse lire par moi-même et que je puisse comprendre et qu'on puisse avoir peut-être les cadres du ministère ou bien la personne du ministre, si c'est le ministre qui a effectivement signé une note dans ce sens, qu'on puisse en savoir davantage. Je n'arrive pas à comprendre. La plateforme là, la plateforme EducMaster là, c'est-à-dire que pour en assurer la maintenance, c'est quoi en fait, je ne comprends pas. Quel est le travail qu'on veut faire particulièrement sur la plateforme? Le travail de maintenance qu'on veut faire là, c'est une usine, c'est une usine qui est installée quelque part de manière physique que l'on veut entretenir. Je réfléchis dans mon esprit, je n'arrive pas à voir et qu'on demande que les élèves de CI au CM2 puissent apporter de la contribution. Vous savez, la plateforme là, c'est tous les acteurs de la chaîne éducative, y compris jusqu'aux parents même, peuvent faire des vérifications sur cette plateforme. C'est une plateforme tellement sérieuse, c'est une plateforme tellement pertinente, c'est une très belle initiative. Et je suis en train de me demander comment on en arrive à ce que ce soit les élèves qui entretiennent la plateforme.
éducative. Je cherche et je n'arrive pas à trouver les éléments d'argumentation. Non, c'est réellement pas des faits. C'est pas. Non, le confrère a même dit qu'il y a un chef de circonscription scolaire, bon, le CS Zou, il a une note, ils ont une note où le secrétaire général du ministère a envoyé à tous les directeurs départementaux. Oui, et dans une telle note, est-ce qu'il y a eu d'explication? Est-ce qu'il y a eu de clarification? Non, on a juste honnêtement, dit, personnellement, je n'ai pas lu une telle note. Est-ce que c'est normal de demander à des enfants non, ça là, que vous nourrissez, non, ça là, vous les maintenir à l'école, vous venir contribuer à l'entretien ou à la maintenance? Non, ça là, moi je pense que et peut-être après l'émission, on ira encore creuser et demander les réelles motivations. Parce que honnêtement, moi je n'y comprends absolument rien. Je n'y comprends rien. Des enfants, on va demander une souscription de 50 francs. Dans toutes les écoles du Bénin, et vous imaginez le pays, le type... Est-ce que les gens savent dans quel pays nous sommes? C'est-à-dire que certains enfants vont retourner, vont partir à la maison, ils vont dire à leurs parents... Si on demande réellement 50 francs aux enfants pour et maintenance de la plateforme EducMaster, on va demander très respectueusement à monsieur le secrétaire général ou à monsieur le ministre de rapporter cette note-là. Parce que ça compromet même l'image de tout ce que le gouvernement... Des réformes dans le secteur. Ça ne se comprend pas. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Si c'est vraiment une décision comme ça qui a été prise officielle, non vraiment, je n'ai pas le courage comme Stéphane de demander de rapporter une telle note si c'était un truc véritablement officiel. Par contre, le courage avec le choix de ce sujet, apparemment sur ce le courage que moi j'ai, c'est peut-être de demander à ce que les cadres du ministère, pas forcément la personne du ministre immédiatement, mais à ce que tout au moins les cadres puissent clarifier, nous expliquer en fait. Vous voyez, il y a certaines décisions, certains actes quand vous voulez les prendre et au regard de ce que cela peut représenter en amont. Il faut peut-être réussir à faire une certaine communication. Et je vais peut-être faire une digression vers un sujet qui est arrivé comme cela récemment par rapport à la vaccination à l'endroit des jeunes filles de 9 ans à 14 ans, je pense, quelque chose de ce genre-là. Vous avez vu toute la complication que les agents de vaccination ont rencontré sur le terrain et tout ce qui est allé comme discussion dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas compris parce que, ouais, on a eu une situation avec le vaccin Covid-19. Il y a eu tellement de désinformation autour de la pandémie Covid-19 et surtout des vaccins qu'on n'est pas encore parvenu à remettre encore dans l'esprit des citoyens, des populations comme des populations dans les communautés moins alphabétisées. Je pense que j'utilise correctement le mot. Comme les nôtres, on n'est pas encore parvenu à les convaincre de ce que c'était réel, c'était opportun, c'était normal. Et on amène un tel sujet. Et quand le sujet est arrivé, malheureusement, ça n'a pas été suffisamment... L'impression que j'ai, c'est quelques jours je pense 48 heures, 72 heures de débat, de communication, j'ai pu lire à titre personnel, je parle pour ce qui me concerne personnellement, avant que l'on ne lance les agents sur le terrain. Et ça a fait que les agents ont rencontré d'énormes... J'ai même commencé par faire un travail personnel là-dessus, parce que j'ai échangé, j'ai rencontré des acteurs, j'ai discuté avec les agents qui étaient sur le terrain là, pour recenser un tout petit peu les difficultés rencontrées. Et donc, une telle note, je pense qu'en principe, on aurait dû peut-être communiquer en amont, expliquer en amont, pour que les uns les autres, surtout les parents d'élèves et la population en général, y compris nous qui sommes en train d'opiner ici ce matin, on sache qu'une telle mesure est prise pour telle raison, pour telle autre raison, et ça va peut-être apporter tel résultat. Mais dire comme cela qu'on demande 50 francs à des enfants qu'on nourrit déjà pour les maintenir à l'école. Vous imaginez, avec 50 francs dans certaines écoles, dans certaines localités au Bénin, on peut manger. On peut manger à l'école, on peut faire passer la pause de 10 heures à l'école. Pourtant, le besoin, certaines communautés, certains parents n'en ont pas. C'est pour cette raison que le gouvernement a été obligé d'instaurer les cantines scolaires. On salue cela au passage. D'ailleurs, ça connaît de succès. Il y a même des pays qui viennent s'inspirer de ce modèle-là chez nous.
Et donc, il y a des parents qui n'ont pas de quoi maintenir les enfants à l'école pour passer simplement la pause de 10 heures. Et à ces parents-là, on veut leur demander maintenant de donner 50 francs, d'amener 50 francs. Bon, une fois, ça ne tue pas, mais ça sort de l'entendement. Nous ne sommes pas parvenus à comprendre avec les cadres. Et on regarde les cadres, et on regarde la caméra pour s'adresser au cadre du ministère et à la personne du ministre s'ils nous suivent. Sincèrement, nous ne sommes pas parvenus à vous comprendre, à comprendre votre note, à comprendre votre requête, ce que vous voulez concrètement là, ce que vous voulez mettre dans maintenance et ce que vous voulez faire avec les 50 francs des enfants qui sont au CI. Pour pouvoir assurer la maintenance de la plateforme EducMaster, nous ne sommes pas parvenus à comprendre. S'il est possible que vous puissiez offrir un peu plus de clarification, un peu plus d'explication, à la fois pour nous-mêmes et pour la population, je pense que ça va aider les uns et les autres. Et on va pouvoir vous accompagner. Nous allons revenir ici encore sur ce plateau pour en parler et pour sensibiliser sur la question. Évidemment, pourquoi pas? J'apprécie comment il finit sur le sujet. C'est très important. Ce que Moïse vient de faire et de dire, parce que on ne peut pas comprendre que le gouvernement ait mis autant de moyens pour les cantines scolaires et que le gouvernement ait décidé aussi d'aider les filles en difficulté, parce que le gouvernement envoie de l'argent à ces filles-là juste pour les soutenir, et que le même gouvernement là, on dit que bon, un secrétaire général sort maintenant une note pour demander 50 francs. Vraiment, ce matin-là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On voudrait tout simplement que les autorités en charge, n'est-ce pas, donc de l'enseignement maternel et primaire, expliquent vraiment. Et puis en amont, il faut pouvoir faire une communication sur ce truc-là. Et je trouve que le gouvernement de Patrice Talon est un gouvernement assez sérieux pour quand même le gouvernement, ce gouvernement-là, je fais les choses avec beaucoup plus d'élégance en fait. C'est pourquoi on est un peu choqué. On est un peu sonné par... On est choqué ce matin de cette nouvelle-là. Parce qu'on connaît la difficulté, de nos parents qui vivent dans certains coins. On est au Bénin. Dans les zones les plus reculées. Dans les zones les plus reculées. Non, mais sérieusement, 50 francs, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Non, c'est juste... Même si on dit que 50 francs, c'est annuel, moi, je dis que, sauf si des gens n'ont pas vécu dans des familles où... Oh non, la pauvreté est extrême. Non, c'est pas vraiment... Venez vraiment expliquer ça aux populations, aux parents d'élèves, pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé de ces 50 francs-là qu'on veut collecter pour la maintenance de la plateforme EducMaster. Et on en a fini. Merci Stéphane. Merci. On va revenir sur le sujet. Peut-être dans la semaine ou l'autre semaine. Je suis peiné ce matin. Je suis peiné pour les parents d'élèves.